Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Reprise des consultations du chef de l'État avec la haute administration, la décentralisation était à l'ordre du jour hier. Dans l'actualité nationale également, les syndicats djiboutiens célèbrent avec faste la fête internationale du travail en ce 1er mai. Et guerre commerciale, Trump remporte sa décision. Voilà donc pour les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé hier donc dans l'après-midi au palais présidentiel une importante réunion autour de la notion de décentralisation. Cette réunion consiste en une nouvelle édition des audiences de mise au point complet sur chaque secteur d'activité de notre pays que le chef de l'État entreprend régulièrement depuis un certain temps avec les plus hauts responsables publics djiboutiens. Thématique transversale par excellence, la décentralisation et le transfert d'une partie des compétences de l'État central au profit d'élus choisis pour gérer les affaires des collectivités locales. Au cours d'un mot d'introduction prononcé en début de cette réunion, le président de la République a indiqué que c'est la volonté d'étendre à tous nos territoires la participation à la sphère décisionnelle qui était en 2006 à l'origine de l'adoption de la décentralisation chez nous. Avec la création définitive d'un ministère délégué à la décentralisation en 2016, notre pays s'est donné les moyens de nouer donc avec un rythme efficient d'acquisition de toutes les pratiques de la décentralisation, a-t-il également déclaré. La décentralisation a essentiellement valeur pour moi d'instruments supplémentaires qui concourent au renforcement des dispositions économiques et sociales de notre pays, a par ailleurs souligné le président de la République, qui a ensuite interrogé tour à tour les responsables réunis autour de lui sur l'état d'avancement de leurs travaux respectifs. Et pour plus de précisions concernant l'ordre du jour de cette réunion, je vous propose de suivre l'intervention du président de la République. Comme je disais, c'est l'avant-dernière réunion de concertation et de mise à jour de nos programmes. Aujourd'hui, c'est la décentralisation et le développement local. Nous attachons beaucoup d'importance au développement local, à l'économie locale, à l'employabilité des personnes dans leur région, à leur éducation dans leur région et à leur offrir tous les services dont ils ont besoin dans leur région. L'enjeu majeur de la décentralisation est la réduction de l'hégémonie de l'État qui doit céder la place aux autorités locales élues pour l'élaboration d'un processus de développement local durable. Or, ce que l'on observe dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'en dépit des textes juridiques qui existent, ce transfert s'opère à une échelle très réduite. Le transfert des compétences de l'État aux collectivités est la condition de réalisation de la décentralisation. La stratégie de transfert de compétences adoptée dans notre pays est progressive. Elle repose sur la capacité des collectivités territoriales à assumer les compétences à transférer. Je réaffirme que la condition sine qua non de la réussite du processus de décentralisation est le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales, car il ne peut y avoir de décentralisation sans transfert de compétences. Dans ce cadre, pour notre pays, le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales ambitionne un certain nombre d'objectifs
dont notamment l'accélération du développement local durable et la consolidation des bases de l'édifice démocratique. Pour promouvoir la bonne gouvernance locale, la réalisation efficace de l'équipement de base dans toutes les parties habitées du territoire national. Ensuite, promouvoir l'éclosion des compétences et initiatives locales. Impulser une nouvelle dynamique au profit des économies locales. Offrir aux populations concernées l'opportunité de prendre véritablement en main leur propre développement. Et poursuivant, le président Guelleh est également revenu sur l'importance de la décentralisation et le partage de responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. On écoute le chef de l'État. Notre pays a réalisé des avancées significatives, parmi lesquelles il convient de souligner un riche corpus juridique, des élections locales régulièrement organisées depuis 2006, un début de transfert de compétences dans les domaines, entre autres, de l'état civil et de la voirie, une mise en place des mécanismes participatifs tels que les comités de coordination du développement régional et les comités locaux de développement pour une conduite concertée du développement local. Une élaboration participative de 4 plans régionaux de développement. L'introduction récente d'une fiscalité locale. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'énumère tous les avantages techniques de ce large mouvement de décentralisation, mais je dirais surtout que ce mouvement contribue au progrès de la démocratie dans notre pays. En effet, la réalisation de toutes ces actions témoigne clairement de notre volonté d'accélérer le développement local et de consolider les bases de la bonne gouvernance. Notre pays a volontairement adopté le principe de progressivité qui signifie que les compétences sont transférées au fur et à mesure aux collectivités en fonction de leurs capacités, de leurs moyens et de l'adhésion des acteurs. Toutefois, nous devons rester très vigilants pour que ce principe de progressivité ne soit pas un prétexte pour ralentir le processus de décentralisation. Par ailleurs, nous devons absolument réussir le couplage de la décentralisation et de la déconcentration. J'accorderai une attention particulière pour que tous les ministères soient représentés dans chaque région et que tous les services de l'État soient implantés au niveau territorial. Chacun doit être convaincu qu'une bonne décentralisation doit obligatoirement s'accompagner d'un redéploiement territorial du personnel technique de l'État pour offrir aux structures décentralisées l'appui dont elles ont besoin. Nous devons franchir tous ces obstacles, vaincre toutes les réticences et obtenir l'adhésion de tous afin de faire de la décentralisation le moteur du développement local durable. Les recherches sur les ressources naturelles disponibles doivent s'effectuer à travers des études socio-économiques pour permettre de contribuer au développement économique local. Nous savons que nous avons un certain nombre de matériaux et de minerais qui se trouvent dans notre pays et qui doivent être mis en valeur.
Il va falloir faire des missions en s'appuyant sur les études qui existent et ceux qui doivent être menés pour l'exploitation de ces ressources naturelles dont nous avons besoin et que nous importons de l'extérieur. Nous devons avoir les capacités techniques, scientifiques et financières aussi. Et à l'issue de la réunion, le Premier ministre Abdelkader Kamil est revenu donc sur les différents points qui ont été discutés durant la réunion avec le président de la République. La réunion de coordination a suivi aujourd'hui aussi son cours. Vous vous rappelez, il y a déjà 2 semaines, tous les après-midi, donc on tenait des réunions de coordination et le président de la République tenait à mettre au point un certain nombre de données qui n'ont pas été réalisées ou mal réalisées. Et donc aujourd'hui, le thème de la décentralisation et le développement local était donc en discussion. Le gouvernement attache beaucoup d'importance au développement régional et local. Il a été question d'évaluer les acquis, de cibler les faiblesses et de programmer les perspectives. Des débats fructueux entre les institutions décentralisées et le président de la République ont été enrichissants. Tant sur la forme que sur le fond, sur l'amélioration du processus de la décentralisation et le transfert aussi des compétences. Parce que la décentralisation commence d'abord par le transfert de compétences et après on tend vers la décentralisation et l'administration décentralisée aussi. Et pour le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, il était principalement question aujourd'hui donc de redéfinir les stratégies et s'interroger sur les obstacles de la réalisation des objectifs déjà arrêtés. On l'écoute. La réunion qui a eu lieu sous la conduite du président de la République était intéressante. C'est une réunion vraiment qu'on a senti importante et indispensable. C'était une réunion de recadrage, mais en quelque partie, c'était une réunion d'une épreuve de vérité. Le président de la République, en un mot, nous a montré que l'avenir de la région, de l'intérieur, l'avenir des zones rurales, c'est la décentralisation. En renforçant la gouvernance locale, ça veut dire qu'on a renforcé le développement local. Si le développement local est renforcé, c'est une manière un peu de réduire la pauvreté et de lutter contre toute la problématique des zones rurales. Aujourd'hui, pour éviter l'exode rural, il faut fixer la population là où ils sont. Pour fixer la population là où ils sont, il faut créer une condition. La création de conditions passe par la mise en place des services et vraiment améliorer la qualité des services fournis aux populations dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Je l'espère que le train de la décentralisation est parti. Déjà, avec la création d'un département entièrement dédié à ces questions, c'est un signal politique fort. Donc, aujourd'hui, surtout, on a trop tablé sur le renforcement des services déconcentrés, sur le renforcement de la qualité des services déconcentrés. En un mot, le président de la République a conclu, la décentralisation est indispensable pour notre pays. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous allons retrouver la suite de notre journal. Et après donc l'avant-dernière réunion organisée donc par le chef de l'État au palais présidentiel ce matin, nous savons donc que le point d'hier, donc la notion est portée donc sur la décentralisation. Que peut-on retenir donc de cette réunion ce matin? Avant tout, bonjour Ahmed, bonjour à vous. Le processus de décentralisation, Ahmed, est très jeune dans notre pays. Il faut rappeler que dès les premières élections locales ont été organisées en 2006 et le renouvellement des mandats des élus locaux ne date que dans 2012. La République de Djibouti s'est engagée à partir des années 2000 dans un processus de réforme du secteur public et notamment de réorganisation de l'administration territoriale. Et contrairement aux autres pays africains, la décentralisation, Ahmed, n'a pas été une politique impulsée de l'extérieur par les bailleurs de fonds, mais plutôt un besoin, une volonté des acteurs politiques du gouvernement au niveau national. Cette importante réforme, Ahmed, institutionnelle est le fruit d'un long processus qui a débuté longtemps, qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours avec l'adoption d'un arsenal juridique important. Il faut dire que pour le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la décentralisation reste avant tout un moyen d'approfondissement de la démocratie et le renforcement des politiques de lutte contre la pauvreté et du développement. C'est ainsi que de son arrivée à la tête de l'État, notre pays a réalisé un progrès important dans la mise en place de cadres légal et institutionnel de la décentralisation. Un point crucial de la phase de concrétisation de la décentralisation réside dans le transfert des compétences, des ressources dont il faut assurer la cohérence avec les autres politiques du développement. Cependant, Ahmed, il ne faut pas oublier que la décentralisation est un processus graduel et sa mise en œuvre peut être étalée et ponctuée dans un temps par les étapes plus ou moins séquencées. Un des enjeux essentiels de la décentralisation est de faire en sorte que la collectivité plutôt locale assume davantage et mieux la responsabilité dans la fourniture des principaux services de base aux populations dans une dynamique de gestion partagée. Il y va de la lisibilité, de la crédibilité de la décentralisation aux yeux de la population locale. Il faut avoir toutefois que les ressources humaines restent le parent pauvre de la décentralisation. Et c'est l'un des points soulevés par le chef de l'État hier après-midi, afin que des solutions soient rapidement mises en place pour combler ce déficit en ressources humaines.
Un élément, Ahmed, qui permettra d'asseoir à coup sûr les processus de décentralisation dans notre pays avec des collectivités décentralisées, responsables et plus compétentes dans leurs actions. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré ce mardi la fête internationale du travail. Une cérémonie donc riche en couleurs a été organisée à cet effet par les deux centrales syndicales sœurs, à savoir l'UGTD, l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, et l'UDT, l'Union Djiboutienne des Travailleurs. De nombreux travailleurs issus aussi du public que du privé se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la participation notamment de principaux responsables de l'UGTD et de l'UDT. Il importe de souligner que la fête du travail donc du 1er mai marque le 39e anniversaire de la création de l'UGTD qui œuvre depuis lors pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur les textes en vigueur dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué les différents intervenants qui se sont succédés au micro, soulignant tour à tour l'importance que revêt la fête du 1er mai qui est l'occasion de faire le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée afin de mieux garantir le respect des droits des travailleurs et d'améliorer donc les conditions dans lesquelles ils sont amenés à s'acquitter au quotidien de leurs obligations professionnelles. Rappelons enfin que la fête du travail est célébrée chaque année à la date du 1er mai un peu partout dans le monde en l'honneur des travailleurs depuis 1886. Et nous allons revenir donc sur l'importance de cette journée avec Samatar Saïd. Effectivement, Ahmed, la fête du travail était instaurée pour marquer les manifestations entreprises aux États-Unis le 1er mai 1886 par les ouvriers qui ont fait grève et qui ont réclamé l'instauration de 8 heures de travail par jour. À l'époque, il n'était pas rare de travailler 12 heures par jour et parfois même beaucoup plus. Mais dans la ville de Chicago, la grève a mal tourné, les violences ont éclaté et des personnes sont tombées mortes des côtés, qu'il s'agisse des grévistes ou des policiers. Les ouvriers ont fini par être entendus de le 8 de travail et ont été acceptés. Le code du travail est prévu que soit également instauré une journée hebdomadaire de repos. Autrement dit, chez nous, c'est le vendredi. Et dans d'autres pays, c'est le dimanche qui a été choisi, Ahmed. Le repos du dimanche est une coutume qui remonte à l'histoire de la création du monde, où il est expliqué dans la Bible, le livre sacré du chrétien, que Dieu se reposa le 7e jour après avoir longuement travaillé et façonné l'univers. Le dimanche étant également symbole de la résurrection ou le retour de la vie après la mort de Jésus, le dimanche sera ensuite décrété jour de repos et hebdomadaire. Dans le pays musulman, c'est le vendredi, journée de prière collective qui sera choisie pour le repos. Dans un monde dominé par la suprématie de l'argent ou du libéralisme sauvage, bien des droits sont souvent bafoués et des reculs sont enregistrés avec des bas salaires, le cumul des heures de travail sous peine de licenciement ou la mise au chômage des milliers de travailleurs par la délocalisation d'usines. Les combats pour le droit et les avantages sociaux s'épaient souvent au prix fort. Merci Samatar. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelghadel Moussahelem, a reçu ce matin dans son cabinet son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Salat, en visite à Djibouti. Lors de l'entrevue, les deux ministres ont discuté des relations entre les deux pays et des opportunités de partenariat en termes de transport aérien. Les deux ministres, accompagnés respectivement de leurs délégations de part et d'autre, composées de hauts cadres, se sont réunis dans la salle de réunion afin de discuter des voies et moyens pour une coopération étroite dans le domaine de l'aviation civile. Après de longues discussions, un mémorandum d'entente a été signé entre Djibouti et la Somalie qui a pour but de développer la coopération dans le domaine du transport et principalement dans le domaine aérien. Ceci permettra à notre compagnie nationale Air Djibouti de renforcer les opérations aériennes en Somalie. Et une délégation justement donc de la compagnie Air Djibouti conduite par le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports a séjourné à Khartoum du 23 au 26 avril dernier, composé de Abdelrahman Ali Abdullahi, directeur général de la compagnie Air Djibouti, ainsi que son équipe technique, et M. Serid Neu Hassan, secrétaire général du ministère donc de l'équipement et des transports. Délégation a paraphé un accord dans le domaine du service aérien bilatéral avec l'autorité de l'aviation civile soudanaise en présence de l'ambassadeur de République de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barré. Hier donc, entre autres, le protocole d'entente signé entre les deux parties sur les deux services donc aériens comprend la désignation des compagnies, les fréquences et capacités des transports aériens, le droit de circulation, le régime tarifaire, l'arrangement d'un marché coopératif et l'itinéraire des transports aériens. Enfin, ce protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Et pour plus de précisions, écoutons donc le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, Saïd Nour Hassan. دولة السودان إن أن مرتي هشيس. En niveau national, toujours, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu donc ce mardi à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma, le général Thomas Waldhauser, commandant de US Africom. L'Africom est le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis dans ce continent. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation des hauts responsables de l'armée djiboutienne. Le piquet d'honneur des différentes armées était composé donc de la musique nationale, d'une section de personnel féminin de l'armée de terre, d'un groupe de 10 militaires de l'armée de l'air et d'un groupe de 10 militaires de la marine nationale. Après le passage en revue de la musique donc nationale, les deux généraux se sont arrêtés devant les drapeaux des deux nations pour honorer tour à tour les hymnes nationaux respectifs. Après les honneurs au drapeau et les hymnes nationaux, le général Thomas Waldhauser a effectué donc la revue des troupes mise en place en son honneur. Les deux généraux accompagnés de l'ensemble des invités donc se sont dirigés ensuite vers le salon d'honneur VIP de l'hôtel donc des officiers des armées pour un entretien cordial et amical dans une atmosphère conviviale et joyeuse. Avant l'entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a présenté au général Thomas Waldhauser l'ensemble de son staff composé du général de division Ousmane Noursoubaglé, chef d'état-major de la défense, du général de brigade Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, et du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major général des armées. Faisant ensuite partie de la délégation les différents chefs de corps et hauts responsables. Ce fut ensuite au général Thomas Waldhauser d'introduire sa délégation comprenant l'ambassadeur américain à Djibouti, le nouveau commandant en chef du camp Lémonier ainsi que d'autres officiels. Exprimer donc au nom du gouvernement djiboutien et au nom des forces armées les remerciements et la gratitude donc pour le soutien exceptionnel que l'armée donc américaine a bien voulu nous apporter dans le cadre de la formation et l'équipement du bataillon d'intervention rapide. En effet, le BIR, le bataillon d'intervention rapide, est mis sur pied en 2017, se veut le noyau central offensif des forces armées djiboutiennes, destiné à servir de soutien aux forces armées djiboutiennes dans les opérations de grande envergure et projetable à tout moment. De ce fait, la formation de ce bataillon est exclusivement offerte par les forces américaines, formation calquée sur le modèle des commandos marines des États-Unis. En outre, le général Zakaria a souligné que cette visite coïncide à un moment où nos deux pays réévaluent à un niveau supérieur notre coopération bilatérale avec la tenue du forum binational à Djibouti. Puis les deux généraux ont longuement discuté de la situation sécuritaire de notre pays qui demeure alarmante. À l'est, le risque de débordement du conflit au Yémen est réel et permanent, et au nord, le conflit ouvert avec l'Érythrée, au sud, et l'instabilité politique de l'Éthiopie qui peut avoir des impacts sur le pays, et finalement au sud avec la Somalie en lutte avec les terroristes d'Al-Shabaab. Dans ce contexte difficile et dangereux, la République de Djibouti fait d'exception donc en garantissant une paix durable, une sécurité de tout instant afin d'obtenir un havre de paix propice à un échange de culture. Et dans ce contexte, le général
Zakaria et le général Thomas Waldhauser se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux armées dans les différents domaines discutés tout au long de l'entretien qui s'inscrit dans la vision politique commune des deux États. Djibouti First, initié en 2014. Et comme il est de coutume, la visite s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Une cérémonie pour célébrer le 242e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique a eu lieu hier soir au Sheraton Hotel de Djibouti en présence de l'ambassadeur américain à Djibouti, Larry André. En effet, le prédécesseur de l'ex-ambassadeur américain de Djibouti, Thomas Kelly, M. André, a pris la parole pour accentuer donc la célébration de l'indépendance de la nation américaine à l'occasion du 229e anniversaire de l'investiture du général George Washington en tant que premier président des États-Unis. Larry André, qui fut nommé ambassadeur américain à Djibouti le 2 novembre dernier, n'a pas manqué de rappeler les liens étroits et historiques entre les États-Unis et l'Afrique, à savoir que le Maroc fut le premier pays africain à accueillir les États-Unis en tant que nouvelle nation en 1777. L'ambassadeur Larry André a aussi mis l'accent sur la solidité des relations entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique qui a commencé le 27 juin 1977 après la reconnaissance de Djibouti par l'ancien président Jimmy Carter. Le partenariat entre les deux pays est excellent donc et touche de nombreux domaines et les États-Unis appuient la vision politique 2035 du président Ismaël Omar Guelleh. Pour rappel, la date de l'indépendance des États-Unis est le 4 juillet. Et lors de son intervention donc durant cette soirée, l'ambassadeur des États-Unis donc à Djibouti a rappelé donc l'importance de la célébration de cette journée. On l'écoute. Africain fut le premier à accueillir les États-Unis en tant que nouvelle nation. En 1777, Mohammed III, sultan du Maroc, reconnaissait officiellement notre indépendance. En 1778, la France reconnaissait formellement les États-Unis et concluait une alliance militaire avec notre nouveau pays. Les historiens s'accordent à dire que l'aide française a rendu notre victoire possible. La guerre prit officiellement fin en 1783, 7 ans après la signature de la Déclaration d'indépendance. Cette histoire montre comment le partenariat avec les autres nations a joué un rôle essentiel dans notre développement dès les premiers jours de notre existence en tant que nation. Notre partenariat avec Djibouti a commencé le jour de votre indépendance, le 27 juin 1977, lorsque le président Jimmy Carter reconnut officiellement la République de Djibouti comme un fier nouveau membre de la communauté internationale. C'est pour moi un honneur d'être ambassadeur des États-Unis à Djibouti. J'ai effectué plusieurs voyages à Djibouti entre 2000 et 2002 et encore en 2007. Le peuple djiboutien continue de m'impressionner profondément avec ses traditions de tolérance et d'ouverture aux autres. Notre thème de cette soirée est la génération montante. Nos efforts de développement économique appuient la vision 2035 du président Guelleh en faveur d'une prospérité largement répartie basée sur le rôle régional clé de ce pays. Nous apportons notre contribution pour préparer la génération montante à tirer pleinement avantage des opportunités d'emploi créées par la modernisation rapide de Djibouti. Chantez à présent, la direction de l'hôpital Mohamed Ahmed Issa dit Cheikh de Balbala a procédé hier matin à une journée de don de sang au sein de l'hôpital, donc en présence du directeur général Moussa Ibrahim Sougué et de l'ensemble des responsables de cette structure hospitalière. Ainsi, l'ensemble du personnel du centre hospitalier ont répondu à l'appel. C'est plus d'une cinquantaine de donneurs qui ont librement donc consenti au versement de leurs précieux liquides pour sauver des vies. En effet, ces poches de sang collectées sont extrêmement
extrêmement donc sollicité par les services médicaux des différents hôpitaux de référence du pays pour la prise en charge médicale. Il y a lieu de rappeler que cette journée a pour but de sensibiliser la population sur les besoins en sang pour la transfusion et de souligner l'importance du don volontaire de sang. Félicitations donc à tous les vaillants héros de cette journée et osons donc espérer que chaque année le nombre de volontaires aux dons de sang continuera donc d'augmenter et que chaque fois que le besoin s'en ressentira, il y aura toujours donc un héros pour remercier et donner son sang pour sauver des vies. Sport donc pour clore l'actualité nationale, donc après plus d'une semaine de compétition sportive dans le cadre des 11e Jeux de la CJOCI, les délégations sportives et les ministres des pays membres de cette institution de l'océan Indien ont plié bagage depuis donc dimanche hier donc, et la dernière délégation a quitté ce matin la capitale vers son pays respectif. À la veille de leur départ, la délégation, les encadreurs, les hauts responsables, les pays membres de la CJSOI donc venus pour cette occasion se sont déclarés satisfaits et enthousiastes donc de l'agréable séjour passé en République de Djibouti. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a vivement souhaité aux partants hôtes donc un bon retour chez eux sans encombre. Le ministre s'est également félicité de la bonne collaboration des responsables. J'aime bien regarder les Djiboutiens et on voit la joie qu'ils ont d'accueillir ces gens. Ce village a été rythmé par les gens qui travaillent ici, qui arrivent vraiment très tôt, plus tôt que nous, et qui partent après qu'on soit couché. Et ces gens-là, je voulais vraiment les remercier, parce que c'est eux qui ont permis à ce village de fonctionner. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Donc, fond bleu, Hussein, l'Afrique se mobilise en faveur du climat. Avec le fond bleu pour le bassin du Congo, Hussein, les États d'Afrique centrale veulent lutter contre le changement climatique. Effectivement, donc Ahmed, la préservation donc, des ressources forestières et écologiques qui préoccupe les États du bassin du Congo. Un sommet sur le climat à Brazzaville, la capitale congolaise. Donc regroupant une dizaine de chefs d'État d'anciens du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique ou de l'Angola a entériné la création de la commission climat pour lutter contre les déforestations. C'est un pas de plus vers la mise en place du fonds bleu pour le bassin du Congo, porté par Denis Sassou Nguesso. L'annonce avait déjà été faite une première fois en novembre 2016 à Marrakech au Maroc lors du COP 22. Et donc le mémorandum d'entente a été signé par la suite en mars 2017 à Oyo au Congo. Et donc le roi du Maroc en première ligne donc, de la lutte contre le réchauffement climatique en Afrique, qui était d'ailleurs l'invité d'honneur du sommet. Donc les fonds bleus pour les bassins du Congo, deuxième poumon écologique du monde après donc l'Amazonie, a pour objectif d'impulser donc l'économie circulaire et de rendre donc les pays moins dépendants des ressources donc forestières. Son besoin donc des financements est évalué à 3 milliards d'euros qui doivent être mobilisés par donc le pays signataire et de partenaires internationaux. Et nous allons tout de suite passer donc en Afghanistan où l'ONU est indignée donc et condamne le double attentat meurtrier. Effectivement donc Ahmed, les Nations Unies donc ont condamné les attaques donc perpétrées lundi donc à Kaboul et dans la province de Kandahar, qui ont fait donc de nombreuses victimes parmi les civils, les intervenants d'urgence et les écoliers. C'est là donc les informations disponibles. Les 3 attaques ont fait plus d'une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Réagissant donc aux 2 attaques menées dans un quartier fort peuplé de la capitale, Antonio Guterres a déploré le ciblage délibéré des journalistes qui mettent une fois de plus en lumière les risques auxquels les professionnels des médias sont confrontés dans l'accomplissement de leur travail essentiel. Au moins 14 civils ont été tués et 30 autres ont été blessés lors de 2 attaques à Kaboul. La seconde attaque, Ahmed, a été perpétrée donc 30 minutes après la première pour cibler donc les journalistes et les services donc d'urgence qui sont arrivés sur le lieu du premier attentat. Et enfin, sport, donc c'est Ligue des Champions, le Real Madrid en position de force face au Bayern de Munich. Effectivement, donc les Madrilènes, vainqueurs de 2-1, donc en Bavière, sont en position favorable avant donc leur demi-finale retour de Ligue des Champions
ce soir en Espagne. S'il se qualifie, le Real de Zinedine Zidane, double tenant du titre, s'offrira une troisième finale d'affilée à l'aller sur la pelouse du Bayern. Les Espagnols ont parfois été secoués, n'ont pas toujours bien joué, mais ont gagné encore et toujours en affichant une impressionnante sérénité. La tâche s'annonce donc difficile pour les Bavarois qui devront marquer au moins deux fois à Santiago Bernabéu avec dans les rangs madrilènes l'inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions grâce à ses 120 buts en 151 matchs, mais qui n'a pas marqué donc un minute et voudra sans doute se rattraper devant son public. Merci Hussein, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.